Alors, pour commencer donc, cette plénière, donc, je voudrais simplement faire référence aux deux ateliers. Alors, on ne va pas les résumer en 2 mots, ça prendrait trop de temps, mais sachez qu'on va vous adresser un compte-rendu de assises dès le début de la semaine prochaine, ce qui vous permettra d'avoir un compte-rendu détaillé des 2 ateliers. Avant de commencer notre débat, donc je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos tweets qui s'afficheront à l'écran, et autant que faire se peut, je vais essayer de les capter et de les intercepter pour les introduire dans notre débat. Donc ce matin, on a parlé de la vision prospective de la performance sociale. On a parlé de la nécessité, il s'agit d'une question de survie, la nécessité de passer d'une machine-outil à un organisme vivant, c'est-à-dire qui s'adapte à des situations évolutives et imprévisibles. Dans les ateliers, on est rentré plus directement, je dirais, dans l'opérationnel, et maintenant l'idée c'est de regarder comment est-ce que la performance sociale peut être contributive de valeur. Autant il était objectivement assez audacieux en 2011 de parler de performance et sociale, comme je le disais dans mon introduction, autant aujourd'hui, il est également audacieux de parler de performance sociale et de création de valeur. Mais on va voir que malgré tout, les choses ont évolué. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 concepts qui, a priori, ne font pas du tout bon ménage. Mais en revanche, quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que le sujet est beaucoup plus complexe. Et c'est précisément ce que nous vous proposons d'explorer tout au long de ce débat, avec des interventions qui, chacune, se sont focalisées sur des cas très très concrets, et c'est volontaire. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de partir d'un exemple de performance sociale et de montrer comment est-ce que cette performance sociale peut créer de la valeur. Alors, je n'ai pas dit valeur financière, on va y revenir. On va dire une forme ou une autre forme de création de valeur. Les exemples que les dirigeants ont sélectionnés pour vous à l'occasion des assises mettent surtout en exergue peut-être l'évolution des relations entre les salariés partenaires sociaux et les dirigeants d'entreprise dans un intérêt social commun d'entreprise dans toutes ses composantes. On verra que cette démarche de co-construction, puisqu'il nous semble qu'on peut la définir comme celle-là, est fédératrice, ou en tout cas va dans le sens d'une démarche fédératrice parce qu'elle est juste et parce qu'elle est équilibrée. C'est une démarche, on les verra, ces démarches, ce sont des démarches vraiment innovantes et qui peut-être peuvent constituer l'amorce d'une autre forme de création de valeur. Alors je vais commencer avec Frédéric Oudéa, qui est confronté à un secteur bancaire en pleine évolution pour les prochaines années. On parle même de la transformation du secteur bancaire, de l'émergence de nouveaux métiers. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la Société Générale vient de signer un accord sur l'évolution des métiers, des compétences et de l'emploi avec les 5 syndicats. Donc c'est un accord qui place le collaborateur au cœur de la transformation du groupe. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si c'est une première à la Société Générale et, si c'est le cas, de nous expliquer en quoi est-ce que cet accord est évolutif, en quoi est-ce qu'il est inédit, en quoi est-ce qu'il se différencie des précédents accords. Peut-être d'abord quelques mots effectivement pour dresser un peu le paysage avant de parler spécifiquement de cet accord et surtout de l'objectif poursuivi. Bon, comme vous l'avez dit, Caroline, les banques, parce que c'est les banques en général, les banques européennes vont faire face à de multiples transformations, un environnement économique difficile pour longtemps, des transformations réglementaires très importantes, un nouveau régulateur européen, des changements de comportement de clientèle, le développement du digital, enfin bref, un monde qui change dans toutes ses composantes, des métiers qui changent dans toutes leurs composantes. Les points de repère sont tous, à mon avis, en train de profondément changer. Et finalement, dans notre réflexion sur le plan de la performance sociale, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que je souhaite ? C'est avant tout que nos salariés soient engagés et au fond puissent répondre à 2 questions fondamentales pour moi, qui sont pourquoi je suis banquier, c'est quoi le métier de banquier, et pourquoi le faire à la Société Générale. Alors, sur le pourquoi à la Société Générale, un des enjeux, me semble-t-il évidemment, c'est que la Société Générale se présente à la fois comme un employeur, et j'utilise souvent le terme, dans ce monde difficile où l'on prend du plaisir à venir travailler, où il y a, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans l'entreprise, au total, les gens soient motivés, apprennent,
Et puis bien sûr que la Société Générale sache s'adapter plus vite, mieux que les autres, et donc quelque part anticiper. Et cette logique d'anticipation, ça a été vraiment la logique derrière effectivement cet accord social. C'est-à-dire qu'en fin 2012, après, je vous le rappelle, la crise de 2011 sur la zone euro et, je dirais, la stabilisation, mais l'engagement, on le voit vers un long parcours qui peut encore être chaotique, un parcours où il est important que les gens comprennent ce qui va se passer, soit à la fois rassurés, mais se disent aussi que l'entreprise se donne les moyens de les aider à s'adapter. Je me suis dit, évidemment, dans la partie, là, on parle bien de l'environnement français, qui ne représente, by the way, que 40% des salariés. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne couvre pas, évidemment, la totalité de la réalité de l'entreprise Société Générale. Mais je me suis dit, je ne vois pas comment on va conduire vite cette adaptation sans avoir, effectivement, mis en place un cadre de dialogue avec nos partenaires sociaux. Alors, on n'a pas commencé fin 2012, parce que je crois que ça fait depuis la crise qu'avec nos représentants syndicaux, et je le précise aussi bien sûr au conseil d'administration, et nous avons depuis la loi de privatisation de 87 2 représentants des salariés au conseil d'administration. Donc si vous voulez, un certain nombre des débats aujourd'hui en cours, c'est quelque chose que nous vivons nous depuis longtemps. Depuis le début, l'ensemble de l'équipe de direction tient un discours de vérité et très stratégique aux partenaires sociaux. C'est-à-dire que l'idée est de bien mettre sur la table ce à quoi on fait face. Ça, je crois que c'est la première des choses pour réussir ce dialogue, c'est d'être assez transparent. Mais l'idée était de dire, donc, au moment où il se cristallisait la nécessité de se transformer, la nécessité d'anticiper et de jouer en particulier sur les mobilités internes, donc l'idée était de dire, négocions un accord avec les partenaires sociaux. Alors, je suis extrêmement humble et au fond, on a, on va dire, devancé peut-être de 2 mois la démarche de l'ANI qui a été négociée socialement. Mais en tout cas, on a engagé très tôt ce dialogue avec trois objectifs, trois logiques. D'abord, donc, ce dialogue, le structurer, le garantir. Vous l'avez gardé dans un cadre formel, juridique, ou est-ce que vous l'avez dessiné dans un cadre, on va dire, moins formel, plus élargi? Non, c'est vraiment un accord signé par nos 5 organisations syndicales qui nous permet de déployer derrière une série de projets d'adaptation ou d'anticipation. Donc c'est vraiment dans le cadre légal français, ça a une force, si vous voulez, contractuelle. Et donc, il y a encore une fois trois étages, si vous voulez, la poursuite et l'enrichissement même du dialogue stratégique et sur l'évolution des métiers. Donc, maintenir cette qualité, je leur rends hommage d'ailleurs sur la compréhension des enjeux aujourd'hui, un très haut niveau de dialogue stratégique. Ça, c'est la première chose, parce que le monde peut continuer à bouger, il ne va pas s'arrêter de bouger aujourd'hui. Deuxièmement, l'anticipation. Et donc, la mise en place, notamment d'une cellule de mobilité interne au sein de la direction des ressources humaines et le déploiement de formations permettant aux salariés de bouger d'un métier à l'autre. Il faut savoir qu'à la Société Générale, c'est quelque chose qui est très traditionnel, de passer d'un métier à l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais l'idée était évidemment, encore une fois, d'organiser de manière encore plus industrielle, si j'ose dire, ces mécanismes. De transformation de mobilité. Voilà. Si on est obligé d'adapter dans certains métiers où on sent que certains métiers vont faire face à des difficultés, proposer des pistes de... Je sais pas, je prends n'importe quel exemple. Vous êtes dans une fonction support dans la banque d'investissement et de financement. Et finalement, vous allez peut-être basculer dans le réseau France, donc passer d'une fonction de back-office, où vous traitez des instruments financiers, à pourquoi pas être conseiller dans une agence ou aller dans un back-office d'une agence traiter des prêts immobiliers. Donc vous voyez le type de fonctions qui sont quand même donc des fonctions assez différentes, y compris sur le plan géographique. Donc on a défini le cadre pour organiser ces mobilités et accompagner les salariés. Et puis également, on a défini un cadre, le cas échéant, d'adaptation lorsque c'est éventuellement nécessaire, avec l'idée de dire il y a certains métiers qui devront s'adapter, il n'y aura pas de licenciement à la Société Générale. En revanche, il y aura des plans de départ volontaires. Et l'idée était de dire ces plans, ils sont au fond précadrés à l'avance et on ne fera pas un costume gris et court pour les uns et un costume bleu et long pour les autres. Donc là aussi, avec un engagement des partenaires sociaux de leur côté, d'avoir des mécanismes de consultation qui soient rapides
Et donc en jouant le jeu de la rapidité. Parce que moi, je crois qu'on est vraiment dans un monde où, en tout cas, l'agilité, la rapidité est absolument clé. L'adaptabilité, réactivité, un monde en profonde mutation. C'est évident, face aux changements technologiques, face aux concurrences nouvelles. Il suffit de se déplacer à l'étranger pour voir ce dont il s'agit. Le temps est un enjeu absolument décisif. On n'a pas le temps de ne pas être rapide. Et alors, vous signez un accord, et c'est un accord qui, quand on le regarde un peu plus près, est assez inédit. Il ouvre un champ très large. Vous réunissez tous les partenaires sociaux, vous les faites signer. Donc, est-ce que vous pouvez simplement nous donner les grandes lignes de cet accord et nous dire en quoi est-ce qu'il est inédit, en quoi est-ce qu'il est différent des accords précédents ? Si j'ose dire, d'abord, nous avons eu la chance jusqu'à présent dans la banque de ne pas avoir à faire face à probablement la coïncidence de toutes ces transformations, c'est-à-dire une économie européenne qui va mal, des changements réglementaires qui bouleversent la règle du jeu, des changements technologiques et de comportement client qui accélèrent les choses. Juste pour vous donner un exemple, le téléphone portable, le smartphone n'était pas un outil de contact en 2007 avec les réseaux bancaires. En 2013, donc 6 ans après, c'est le numéro 1, le premier mode de contact. Ça ne veut pas dire que là, on regarde en nombre, pas en nature des contacts, mais le premier mode, c'est le smartphone. Vous voyez que ça va vite. Donc, d'une certaine manière, nous n'avions pas eu dans notre histoire à engager un mouvement de ce type. Deuxièmement, effectivement, nous n'avions pas eu à signer des accords aussi complet avec l'ensemble des partenaires sociaux. J'entendais un intervenant, là je précise bien, c'est l'ensemble des partenaires sociaux qui ont signé, et je m'en félicite. Et nous avons une démarche dans la constitution de cet accord, je dirais, assez ouverte. C'est-à-dire on savait à peu près ce dont on voulait discuter, mais on a écouté, entendu, et je crois, co-construit un accord. Je pense que, d'ailleurs, je préfère parler de co-construction de l'accord nécessairement que de co-construction de la stratégie, parce que je pense que la stratégie appartient quand même encore bien au management. Je le répète, elle doit être partagée le plus tôt possible en amont. Et ensuite, j'ai un peu présenté les 3 volets, et heureusement ou pas, j'en sais rien, malheureusement ou pas, en tout cas, cette amplification de la mobilité interne qui existait, mais qui s'organise de manière très structurée, ça c'est nouveau, avec des mécanismes de formation, avec une anticipation sur les métiers de demain, ça c'est nouveau. Et je le répète encore une fois, ces mesures d'adaptation qu'on utilisera le moins possible évidemment, mais avec là aussi des partenaires sociaux, je crois, qui ont joué le jeu de la nécessité de s'adapter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le diagnostic stratégique et le diagnostic de la situation est partagé, on a fait un grand pas, parce qu'ensuite il s'agit de se mettre d'accord sur comment on s'adapte. Voilà, donc je ne prétends pas que ce soit une démarche révolutionnaire, je le répète, nous avons probablement devancé l'ANI de quelques mois, de quelques semaines, mais en tout cas c'est d'ores et déjà en cours de mise en œuvre concrète, et il est peut-être un peu tôt encore pour juger définitivement de la chose, mais je crois que pour l'instant ça fonctionne. Et est-ce que vous avez le sentiment que finalement cet accord, la signature de cet accord entre l'entreprise et ses forces vives, finalement, contribue d'une certaine façon à une forme de création de valeur, ou une nouvelle forme de création de valeur, qui n'est pas forcément que financière, mais qui finalement, cette adhésion vers l'intérêt social commun et partagé, finalement permet ou crée les conditions pour l'entreprise de créer de la valeur? Ça me paraît évident. Encore une fois, il faut se plonger dans un monde bancaire qui a déjà subi 6 années de transformation, de crise. C'est pas toujours facile d'être banquier aujourd'hui, et nous savons qu'il y a encore au moins 3 à 4 ans de travail, de transformation. Encore une fois, la zone euro, elle n'est pas sortie d'affaires, il faut qu'elle se transforme. Le gendarme des banques passe d'un niveau national à un niveau européen. Il y a plein de choses qui se transforment. Je le répète, vous savez, quand vous êtes en agence, quand vous voyez que les clients viennent moins en agence, vous vous interrogez, vous posez légitimement des questions, vous dites, est-ce que mon métier, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon métier dans 3 ans? Donc il y a des inquiétudes, et je le répète, je pense que c'est très important d'avoir des salariés qui soient engagés, qui n'aient pas peur de la transformation, qui la comprennent, donc avec évidemment des relais essentiels en termes de communication du management intermédiaire. Et je le répète, c'est des phénomènes qui sont récurrents, ce n'est pas une chose qui s'interrompt à l'instant. Donc derrière, le fait d'avoir des salariés engagés, c'est évidemment de la valeur, parce qu'une banque, c'est quoi? C'est des hommes systèmes, et des femmes, donc des femmes et des hommes. Alors, je vais commencer par les systèmes informatiques, mais c'est d'abord des hommes et des femmes. Nous sommes une société de service. Nous n'avons pas
aucune rente en quelque sorte qui proviendrait d'un terroir, qui proviendrait d'un produit particulier, d'un parfum. La banque, c'est du service. Donc c'est des hommes et des femmes chaque jour face à des clients. Et donc, la manière dont ils se comportent chaque jour, l'engagement qu'ils ont, c'est ça qui va faire notre valeur de tous les jours. Et donc, dans cet environnement, je le répète, difficile, le fait que l'entreprise, et là on ne parle que d'un accord social, je pourrais vous parler de toutes les autres dimensions de la performance sociale, heureusement, on a des choses... pour illustrer, en fait, je voudrais juste, à titre anecdotique, vous dire que, par exemple, c'est pas seulement anecdotique, dimanche dernier, pour vous montrer le genre de choses qu'on fait, il y avait 40 salariés de la Société Générale musiciens qui jouaient avec 60 professionnels pour créer un orchestre de 100 personnes, avec 150 choristes de la Société Générale, qui eux-mêmes avaient commencé depuis un an à travailler à la salle Pleyel, devant 1500 salariés et familles de la Société Générale. Donc, il y a, si vous voulez, dans l'engagement et la performance sociale, il y a aussi des événements forts qui vont transcender la vie quotidienne de l'entreprise et apporter du plaisir, de la joie, etc. Donc là, on parle de l'aspect organisation sociale au sens restructuration, adaptation, anticipation. Ce n'est qu'un volet d'une performance sociale. Le fait est, le tout, c'est que nos 160 000 cadres, nos 160 000 salariés, chaque matin, ils comprennent pourquoi ils travaillent à la Société Générale et qu'ils aient envie de travailler à la Société Générale. Et ça, c'est ça qui crée la valeur. Ça, j'en suis absolument convaincu dans la rapidité d'adaptation, mais bien au-delà. Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle. Devant des bouleversements comme cela, parce que c'est vraiment des bouleversements profonds, est-ce que ça vous est arrivé, à titre personnel, d'avoir des vertiges, d'avoir peur? Je vais vous dire non, jamais. Et au fur et à mesure des épreuves, comme je le dis souvent, le cuir s'épaissit. Donc, on devient plus résistant aux épreuves et aux balles. Non, et dans une phase de transformation comme ça, la détermination est une condition absolue de réussite. Donc, je dois dire que... Vous transcendez votre peur. Il y a des moments de stress, il y a des moments de stress, mais ce qui est très important, c'est de garder son calme et de continuer à avancer. Et de garder la barre. Alors, Gérard Leclerc, vous venez également de signer un accord inédit, également avec les 5 partenaires sociaux. Donc, on a deux cas d'entreprise, avec des cas très concrets, donc au sein de Renault, qui s'intitule « Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France ». Face à un défi de compétitivité particulièrement complexe et difficile que nous connaissons tous, vous aviez un double objectif à travers cet accord, c'était de sauvegarder tous vos sites de production en France et puis également améliorer la qualité de vie au travail. Alors, a priori, c'est vrai qu'on peut penser qu'aucun de ces deux objectifs n'est vraiment compatible avec vos contraintes économiques et financières. Donc, moi, je trouve qu'on serait assez curieux de savoir comment vous pouvez nous expliquer les raisons du succès de cet accord. Peut-être parce qu'on a été un peu audacieux, mais ce qui était audacieux, ce n'était pas vraiment d'allier une nouvelle dynamique de croissance et le développement social. C'était plutôt dans le contexte que chacun connaît et que vous rappelez tout à l'heure, c'est-à-dire l'automobile globalement en France et en Europe, c'est de parler de dynamique de croissance. Et donc on était à une forme de croisée des chemins où on continue à avoir cette décroissance permanente qui est à l'image de l'industrie en France et donc de l'automobile en France, où on continuait dans cette dynamique, ou bien on cherche à inverser la tendance et de retrouver de la croissance, parce que, comme vous l'aviez dit, conserver l'ensemble de nos sites en France et ne pas faire appel à de plans social sans retrouver les éléments de croissance, cela aurait été strictement impossible. Donc c'était le pari audacieux ou le défi audacieux, si je peux dire, que l'on a mis sur la table. Et j'ai écouté bien sûr avec attention Frédéric Oudéa à l'instant sur la description de la démarche et de ce qu'il y a dans l'accord à la Société Générale. Il y a quand même beaucoup de points communs, transparence, mettre les choses sur la table, avoir une discussion très ouverte. Alors justement sur ce point-là, excusez-moi de vous couper, est-ce que vous avez le sentiment que cet accord, vous auriez pu le signer il y a 2 ans, il y a 3 ans, est-ce que c'est quelque chose qui participe d'une démarche évolutive dans justement le dialogue avec les forces vives? Est-ce que c'est lié à la conjonction ou à la nécessité absolue, qui est une question de survie, de transformer dans un laps de temps, comme le disait Frédéric, effectivement très court? Franchement, oui. Non. Franchement, non. Ça veut dire non, vous ne pouviez pas. De Renault, la situation particulière de l'industrie automobile. Je pense que nous n'avions pas, à l'époque, il y a 2 ou 3 ans, réuni l'ensemble des conditions qui nous auraient permis de signer un tel accord. En revanche, ce que l'on a fait il y a 2, 3, 4 ans, c'est
entamer un dialogue de plus en plus ouvert, en mettant les choses sur la table pour que l'on comprenne, que l'on fasse comprendre à l'ensemble de ceux qui représentent le personnel, toutes tendances confondues, quelle est la problématique réelle à laquelle nous sommes confrontés, et sur l'ensemble des aspects. Il y a les aspects économiques, mais il y a les aspects de conditions de vie au travail, de motivation, d'implication. C'est quoi la vision du futur? Comment peut-on construire le futur? Comment peut-on construire le futur ensemble? Et cela a nécessité une démarche qui a pris du temps, parce qu'on ne décrète pas la confiance comme ça en disant je vous demande d'être confiant, je vous demande d'avoir confiance dans ce que nous faisons. En revanche, il est important de se comprendre, de mettre les choses sur la table pour engager un dialogue de plus en plus profond. Nous avions d'ailleurs... c'est un dialogue qui reste très codé, ou est-ce que c'est un dialogue qui laisse la part, je dirais, à une forme de dialogue plus ouvert? Non, il est pas. S'il est codé, on s'en sort pas. Pardon, on n'entend pas bien. Il faut que je parle plus dans le micro, peut-être. Voilà. C'est mieux. Voilà. Non, il n'est pas codé. S'il est codé, on ne se comprend pas. Et c'est peut-être parce que c'était trop codé dans le passé que on ne se comprenait pas complètement. Je ne dis pas que les éléments diagnostiques étaient partagés. D'ailleurs, on n'a pas voulu passer dans un diagnostic les raisons pour lesquelles on est dans la situation, etc. C'est plutôt de faire un examen de la situation, des éléments de compétitivité et comment inverser la tendance. Et d'ailleurs, on avait fixé, comme je disais tout à l'heure, les règles du jeu, c'est-à-dire pendant toute la phase avant la négociation, ce que l'on a mis sur la table, il était convenu que ça ne devait pas sortir de la salle de discussion. Ce qui est un élément très particulier pour les partenaires sociaux qui nous disent souvent « nous, on est là pour représenter l'ensemble du personnel et donc on leur doit une restitution de ce qui se dit ». Or là, les règles du jeu avaient été claires. On met les choses sur la table de façon très, très transparente. On les débat, on les discute, on les challenge, mais rien ne sort et ils ont respecté les règles du jeu. Pendant toute la phase de négociation, ce n'est pas du tout la même chose. Ce que l'on met sur la table de négociation, là, est totalement partagé, est totalement transparent et sort en totalité de la salle de négociation. Elle a duré combien de temps, la période de négociation? Est-ce qu'elle s'est déroulée également dans des conditions habituelles? Dans des conditions habituelles, on ne peut pas dire cela parce que ça a été un processus long aussi, notamment parce qu'on n'a pas été dans un challenge où on dit voilà, on place les choses là, les organisations syndicales sont là-bas et on essaie de rapprocher les points de vue. On a mis tout de suite sur la table les enjeux. On cherche à conserver l'ensemble de notre empreinte industrielle, notamment parce que la croissance reviendra et on aura besoin des capacités. Il ne faudrait pas se priver de capacités aujourd'hui dont on aurait besoin demain. Donc ça, c'est un enjeu important. Deuxièmement, éviter les drames sociaux. Quand on ferme des installations, ce n'est pas seulement l'usine Renault qui est concernée, c'est l'ensemble du tissu social. Oui. Et éviter de faire des plans sociaux. Et les plans sociaux, on peut les éviter quand on anticipe suffisamment. Donc ces éléments-là étaient clairement mis sur la table, compris par nos interlocuteurs, et on est parti de là, et non pas dans un processus de négociation où à la fin, finalement, on consent un certain nombre de choses. Je pense qu'en cela, c'était assez différent des négociations habituelles. Donc ce que vous dites en réalité, est-ce qu'on peut dire que finalement, on est passé un peu de l'ère de la négociation à l'ère de la co-construction d'un accord, hein? J'ai bien compris, pas de la stratégie, je parle de la négociation, co-construction d'un accord. Je partage. Si on parle de co-construction, il s'agit de co-construction de l'accord. La stratégie, c'est Renault qui l'a défini, donc voilà, chacun dans son rôle. La co-construction de l'accord, tout à fait. Ça aussi, ça a été un processus qui a demandé plus de 3 mois, de négociations. On savait qu'aussi le gouvernement, les partenaires sociaux étaient en train de négocier l'ANI. On était dans ce timing-là. Fallait-il attendre? On a considéré que non. Lorsqu'on était prêt à démarrer les négociations, il ne fallait plus attendre et on a démarré les négociations. Alors c'était avant l'accord national interprofessionnel. On a commencé avant, on a terminé après. Voilà. Donc il y avait un peu ce calendrier dont il a fallu tenir compte. Et donc cette démarche de co-construction qui s'inscrit quand même dans une démarche d'intérêt social commun et partagé de l'entreprise, donc qui trouve, je dirais, sa place aujourd'hui.
cette démarche, cet accord, est-ce que pour vous, ça a renforcé la confiance entre l'entreprise et ses forces vives? Est-ce que cette confiance, on peut considérer que c'est l'amorce d'une autre forme de création de valeur? Alors, c'est la confiance indispensable pour signer un tel accord. Il ne faut pas oublier, c'est un accord, mais qui prévoit des réductions d'effectifs, qui prévoit des éléments de compétitivité. Et c'est pour cela que, je pense, tous les syndicats ne l'ont pas signé, même si ceux qui ont signé représentent les deux tiers du personnel de Renault en France. Mais on est dans une démarche de positionner un niveau de compétitivité qui nous permet de retrouver de la croissance. Et je pense que c'est en cela que cet accord est intéressant et peut-être novateur. On place des perspectives, on prend des engagements pour le futur, on considère que la performance dans le futur pourra se situer à un niveau tel que cela nous permet de retrouver de la croissance, et on prend les engagements a priori. On n'a pas encore les éléments de performance aujourd'hui, quels qu'ils soient, mais on prend l'engagement de travailler ensemble sur les éléments de performance qui nous permettront d'atteindre le niveau qui nous permettra de retrouver cette croissance. Donc la confiance, elle n'est pas venue comme cela au moment où on a négocié. Elle est venue par la construction progressive du passé. C'est pour ça qu'il y a 2-3 ans, sûrement qu'on n'aurait pas été à même de signer un tel accord. Mais c'est une information intéressante. Oui, tout à fait. Qui traduit forcément une forme d'évolution. Une forme d'évolution, et sur la confiance que l'on a, mutuelle, d'évoluer dans le futur. Alors je pense qu'un élément qui était important aussi, c'est de donner des perspectives d'avenir. Finalement, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est quoi la qualité de vie au travail? Ça peut prendre peut-être un certain nombre de sens. Et il y a une enquête récente de l'ANACT et TNS Sofres qui dit finalement, c'est quoi la qualité de vie au travail? Eh bien, c'est ce qui apporte vraiment du sens au travail. Et pour apporter du sens au travail, il faut bien sûr que cela se traduise par de la motivation, de la performance individuelle et collective, mais il n'y a pas vraiment de sens au travail s'il n'y a pas de perspective d'avenir. Donc ce que l'on a essayé de donner, c'est des perspectives d'avenir collectives, c'est-à-dire conserver l'empreinte industrielle telle qu'elle est aujourd'hui, mais des perspectives d'avenir individuelles aussi, en travaillant sur la formation, sur l'évolution professionnelle et l'employabilité. Et si autrefois, on pouvait considérer que dans une entreprise comme Renault, on pouvait y entrer à 20 ans et en sortir à 60 et y faire toute sa carrière, quelquefois même dans le même métier, c'est largement plus le cas. J'entendais que dans la banque, cela évolue très vite, ce qui n'est pas étonnant. Mais dans nos métiers, ça évolue aussi très vite. Et il y a aussi des métiers qui disparaissent et des reconversions impossibles en interne. Et notre responsabilité sociale ou sociétale, si vous voulez, c'est d'assurer l'employabilité de l'ensemble de nos personnels pour être capable d'organiser, de promouvoir des parcours professionnels en dehors de l'entreprise. Et cela, on l'a dit clairement dans le cadre des discussions de l'accord, on doit pouvoir gérer des parcours de carrière internes, des évolutions professionnelles, mais également des évolutions professionnelles vers d'autres horizons. Merci beaucoup, Gérard. Ce qui est intéressant dans les deux témoignages qu'on vient d'entendre, et on va passer à Jean-Louis, c'est que finalement, l'urgence de transformation des entreprises face à un enjeu de modernité et un enjeu de transformation, finalement, a pour conséquence une forme de démarche fédératrice et collective, c'est-à-dire que finalement, quand on est en situation de survie, parce qu'on parle de survie, finalement, on se fédère ensemble vers un intérêt commun et partagé. On l'a vu ce matin, intérêt commun et partagé qui dépasse même le cadre de l'entreprise, qui va jusqu'à l'écosystème, la société civile et toute la collectivité. Donc c'est je crois, une démarche importante. Alors, Jean-Louis, vous aussi, vous êtes confronté avec Suez Environnement dans une période de transformation profonde avec la mutation des métiers, des nouveaux besoins. Vous devez fournir à chaque collaborateur du groupe les moyens de son évolution professionnelle. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez mis en 2012 une politique globale de mobilité. Organiser la mobilité avec des plans de rigueur, ce n'est pas complètement simple. Est-ce que vous pourriez nous préciser ou nous présenter dans les grandes lignes ce plan de mobilité et déjà les premiers résultats que vous avez observés? Et puis moi, la deuxième question, c'est dans votre plan, comment vous arbitrez vos priorités économiques et financières d'un côté et puis les priorités sociales, toujours en matière de mobilité?
peut-être rappeler, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, que nous sommes, nous aussi, soumis à, j'allais dire, à une double transformation qui n'est pas neutre. La première, c'est celle de nos métiers, qui est très rapide, très forte. Je donnerai simplement un exemple. Dans les métiers de l'eau, aujourd'hui, la réaction de nos clients face à nos métiers est complètement différente de ce qu'elle était simplement 3 ou 4 ans auparavant. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir, ils veulent de la transparence, ils veulent du co-management. En réalité, ils ont complètement changé leur rapport à l'eau et la manière dont ils veulent que nous la gérions. Ça suppose des transformations dans l'entreprise que tout à l'heure Philippe Maillard a exposé. Dans le monde des déchets, qui est un monde aussi qui évolue à une vitesse extraordinaire, puisque en gros on passe du monde du déchet au monde de la matière première secondaire. On a d'ailleurs avec Renault un très grand accord dans le recyclage de ce qu'on appelle les ferrailles, en fait, de toutes les tôles que Renault découpe pour faire ses voitures, et donc avec eux dans une co-entreprise, nous les collectons et nous essayons d'aller les vendre le mieux possible à Mittal par exemple. Ce que je veux dire, c'est que donc ces deux transformations, cette grande transformation de nos métiers, évidemment, elle implique, et je vais revenir à votre question, des changements majeurs. Nous en vivons une deuxième, c'est que nous sommes en train de devenir une entreprise cotée à 100%. Et par exemple, nous sommes en train de construire, avec nos partenaires sociaux, les instances de représentation que nous n'avions pas. Et nous les construisons à un moment, évidemment, qui est absolument clé, puisque nous transformons en même temps l'entreprise et nous créons les instances. Alors, les deux témoignages doivent vous donner une dynamique formidable dans ce sens. En tous les cas, les deux... Les deux beaux exemples de chaque côté. Deux magnifiques exemples de deux grandes entreprises. Donc nous allons essayer de faire aussi bien, même si nos problèmes de transformation, nous arrivons, nous, peut-être à un tout petit peu mieux les gérer dans le temps. C'est-à-dire que même si le temps pour nous est important, nous avons des contrats à long terme, ce qui fait que nous arrivons à les gérer. Et un des moyens de les gérer, c'est évidemment la mobilité. Parce qu'il y a deux sujets autour de la mobilité. Il y a le fait qu'en Europe, comme dans beaucoup de métiers, nous vivons une certaine forme de décroissance des volumes d'eau, décroissance des volumes de déchets industriels liés à la crise. Et donc, il faut transformer nos entreprises pour s'adapter à cette réduction que je qualifierais des volumes. Et si nous voulons maintenir des niveaux de profitabilité raisonnables, eh bien, il faut faire évoluer les métiers et en particulier faire changer, comme je l'ai rapidement expliqué tout à l'heure, les gens d'un métier donné, les faire évoluer vers un deuxième métier ou un autre métier, parce qu'il y a des métiers qui disparaissent. Des métiers qui disparaissent, d'autres qui se créent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers les trois exemples très différents, vous êtes confrontés exactement à ce même défi, je dirais, parce que c'est un défi. Mais on ne mesure pas dans beaucoup de métiers, pour ne pas dire dans tous les métiers, la violence de la transformation. C'est violent, oui. Et que la crise n'est finalement qu'un révélateur d'une situation totalement différente, qui est ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire des métiers qui ne retrouveront jamais, après la crise, l'équilibre qu'ils avaient avant la crise. Donc je reviens sur la mobilité. La mobilité, pour nous, ça permet de 3 objets. Premier objet, nous avons 3 métiers. En fait, nous avons l'eau, les déchets et l'engineering. Créer un groupe, surtout un groupe qui s'intègre comme le nôtre, ça suppose que des gens connaissent les 3 métiers, ou en tous les cas 2 des 3 métiers. Donc la mobilité, un des éléments clés de cette mobilité, c'est d'utiliser les différents métiers que nous avons pour que l'ensemble des collaborateurs ait une vision la plus large possible de l'ensemble des métiers que nous pratiquons. Et je peux vous dire, avec des métiers qui ont 150 ans d'histoire, que faire passer un homme de l'eau dans le déchet ou un homme de l'engineering dans le déchet, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont des ADN qui n'étaient pas du tout les mêmes. Donc nous avons un premier problème dans la mobilité, c'est l'intégration. C'est d'autant plus important et intéressant que les métiers que nous faisons n'ont pas les mêmes logiques. Le métier d'engineering, quand vous êtes un jeune ingénieur et que vous faites un projet, si vous vous trompez, ça se voit immédiatement dans le PNL de l'entreprise. Ce n'est pas forcément le cas des métiers où on accumule du capital, par exemple, où là, les erreurs mettent plus de temps à se détecter. Donc, se dire qu'on forme les plus jeunes à un métier pour qu'ils passent dans l'autre et qu'ils acquièrent des réflexes qui leur seront utiles toute la vie, c'est un premier élément important de la mobilité. Donc, nous favorisons beaucoup la mobilité inter-BU.
Nous souhaitons que nos BU s'échangent des talents, ou pas d'ailleurs forcément des talents, mais même des gens, tout simplement, des gens, des ouvriers qui ont envie de changer de métier. Ça existe. Et dans nos chiffres, si vous voulez, quand je regarde, je m'aperçois que, par exemple, dans les inter-BU, cette année, j'ai fait à peu près 170, exactement 172 mobilités. Il y a 135 ou 137 mobilités de cadres. Ça veut quand même dire qu'il y en a 40 qui sont non cadres. Hein. Ce qui, pour passer d'un métier à l'autre, n'est pas du tout évident. Et ça, c'est nouveau, ça, les non-cadres, en mobilité chez les non-cadres? C'est tout à fait nouveau. Nous étions, la description que faisait tout à l'heure Renaud, de l'idée qu'on rentrait dans nos métiers, on faisait sa carrière et on terminait, à 60 pratiquement, ans. pas forcément dans le même poste, mais presque. Cette idée-là est en train, évidemment, fortement de se transformer. Et donc, la notion de formation, la notion de préparer l'ensemble de nos salariés à des mutations est devenue essentielle. Je vais vous donner un exemple de mutation, mais ils sont tous aujourd'hui avec des outils informatiques. On ne repasse plus à la case départ chaque fois qu'on a fait des travaux. On les a sur son outil informatique. On passe d'un endroit à l'autre. On a une espèce de circuit qui est construit. Ça, c'est un changement. Apprendre à utiliser ces outils, c'est un changement très important, d'ailleurs, qui valorise nos salariés, qu'on essaye de valoriser. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, évidemment, c'est que nous avons en France, nous stabilisons nos effectifs, nous avons même légèrement réduit, ça représente à peu près 35 000, entre 35 000 et 40 000 personnes, c'est à peu près un peu moins de la moitié des effectifs de ces environnements, à 80 000. Bon, et donc, stabiliser les effectifs tout en voulant donner des capacités de développement aux uns et aux autres, il faut que tout le monde accepte de bouger, de faire de nouveaux métiers, même à l'intérieur de la même BU. Et donc, ça veut dire que nous avons favorisé de manière très significative, je dirais, tous les mouvements intra-BU. Cette année, l'année dernière, en 2012, on en a fait plus de 3000, et il n'y en avait que 1000 qui concernaient les cadres. Ça vous montre. Ça veut dire que ça monte en puissance. Alors, évidemment, ces mouvements s'accompagnent de formation, de coaching. Donc, c'est toute cette transformation-là qui est en train de se faire. Et puis, le dernier point, c'est que, évidemment, pour maintenir nos effectifs constants, ça veut dire qu'en gros, il faut quand même qu'on recrute des jeunes. Et donc, on est en permanence en train de jouer sur les départs, en particulier, principalement les départs à la retraite. Et les jeunes, on a aujourd'hui, en alternant à peu près 1000 personnes entre l'apprentissage et l'alternance, pas d'ailleurs complètement destinées à ces environnements, une large majorité oui, mais nous les formons à des métiers, demain ils pourront les faire ailleurs. Donc c'est le fameux concept d'employabilité. Moi j'ai envie de vous poser, Jean-Louis, la même question, rebondir sur les propos de Frédéric Oudéa qui dit en fait il faut être heureux. On peut combiner, je dirais, plan de transformation, rigueur budgétaire, et on peut être heureux. Est-ce que chez Suez Environnement, on peut combiner tout ça aussi? Est-ce que les salariés, dans cette période de transformation profonde, vous en avez le sentiment, en tout cas, sont heureux? Ils sont... Je ne répondrai pas comme ça. Je ne répondrai pas comme ça parce que je pense que c'est dur d'être heureux complètement épanoui, je ne dirais pas heureux, complètement épanoui, dans une époque de forte incertitude. En revanche, je reprendrai les propos de mon voisin, de Oudéa, de Frédéric, sur deux choses. D'abord, il faut arriver le matin au bureau en pensant que ce qu'on fait est utile pour les hommes. Alors nous, on a l'avantage de faire des métiers qui sont véritablement utiles pour les hommes. Et il y a beaucoup de nos salariés, en tous les cas une grande majorité de nos salariés, qui sont contents de faire le métier qu'ils font. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur. Je partage aussi l'avis de Frédéric. En même temps, il faut être conscient des dangers, parce que dans une époque aussi instable que l'époque actuelle, le droit à l'erreur est encore moins pardonnable que dans les périodes d'expansion. Et donc, il faut garder véritablement la tête froide. Il faut savoir s'entourer de collaborateurs de talent, et il faut savoir donner un cap. Je pense que les entreprises peuvent traverser des grandes difficultés, elles peuvent traverser des grands moments de transformation, mais à condition que l'ensemble des salariés ait le sentiment qu'il y a un cap, qu'il y a un capitaine, qu'il y a une équipe, et que inexorablement nous construisons les moyens qui permettent
d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et même si on s'adapte à des réalités qui peuvent changer, quelque part, le cap doit rester le même. C'est ce que j'essaye de faire chez Suez Environnement. Et c'est ce qui, je pense, fait que quand ils arrivent au boulot le matin, l'ensemble des collaborateurs de Suez Environnement sont plutôt heureux. Bon, donc, finalement, on arrive quand même, tant bien que mal, malgré les défis, à quand même combiner avec détermination, force et confiance, certainement confiance surtout, quand même de garder des valeurs de plaisir dans un contexte qui, c'est vrai, est très pesant et très angoissant aussi. On vient de le voir à travers ces 3 exemples très concrets on voit l'existence d'un lien finalement entre une forme de performance sociale et une forme de performance qu'on va qualifier d'opérationnelle liée au business, liée au métier. Comment est-ce que vous le définiriez, outre ces 3 exemples, de façon peut-être un peu plus globale et générale dans chacune de vos entités ? Encore une fois, je crois que ce lien, il est direct. Je le répète, l'engagement, c'est l'engagement vis-à-vis de nos clients. C'est chaque jour ce que chacun va faire pour donner aux clients la valeur ajoutée, le bon service, le bon conseil. Je ne vois pas comment des équipes qui ne seraient pas engagées et qui ne seraient pas fédérées autour d'un projet collectif pourraient le faire. Enfin, que ce soit vis-à-vis de nos clients particuliers en agence ou vis-à-vis des grandes entreprises. Donc, pour moi, ce lien est direct. Et ensuite, il repose sur toute une série de paramètres. Il y a tout ce qui est effectivement le sentiment que me semble-t-il, en tout cas, on va apprendre. Il y a l'employabilité, il y a la formation, il y a la diversité de carrière. Et de ce point de vue, je le répète, la banque, historiquement, culturellement, a probablement cette chance d'offrir des carrières exceptionnelles. Hier, il y a un de nos dirigeants qui va partir après 47 ans de maison. Et il a fait tout. Il a bourlingué en France, à l'étranger. Il a travaillé avec des clients particuliers, des clients entreprises. Donc, on a la chance de pouvoir permettre à nos salariés de voir des mondes très, très différents. Et ça, c'est une vraie richesse et je crois qu'il faut qu'on essaie de capitaliser là-dessus. Alors, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que ça leur fait pas peur? Parce que la richesse, moi, j'achète bien Non. tout ça, mais est-ce que ça fait pas peur de changer de métier Non. quand on n'est pas programmé au départ pour ça? Non, je ne crois pas parce que... Encore une fois, c'est des métiers qui ont quand même des traits communs. Si vous voulez, il peut y avoir, encore une fois, finalement, il y a des clients, il y a la matière financière. La matière financière, quand vous êtes en République tchèque ou quand vous êtes en France, vous faites quand même des prêts immobiliers, in fine, pour financer des acquisitions de maisons ou du crédit conso pour des voitures. Ce que je veux dire, il y a quand même aussi des traits communs entre nos métiers qui en font l'unité. Et puis, il y a des clients partagés aussi dans le monde, des grandes entreprises françaises. Mon camarade Jean-Louis, ou bien sûr nos camarades de Renault, on traite avec eux en France, mais aussi à l'étranger. On a une relation très globale, on travaille ensemble pour eux. Donc, je crois qu'une nouvelle fois, ça, c'est une richesse. Enfin, moi, je ne crois pas, en tout cas, dans la banque d'aujourd'hui, que les changements de métier, en général, soient un facteur de stress. Ça peut être le cas, bien sûr, avec certaines personnes, mais en général, c'est plutôt vu comme quelque chose de positif. Ensuite, il y a, je crois, le sentiment de l'engagement. Alors, nous, par exemple, il y a 3 ans, dans le plan stratégique, et je rejoins tout à fait Jean-Louis en disant qu'il y a besoin d'un cap, et le cap dans le brouillard dans lequel on était en Europe, en réglementation, j'avais dit, c'est cap la clientèle, satisfaction client, c'est ça l'objectif. Y compris en associant nos salariés de manière collective, d'un point de vue financier. On a mis en place un plan qui consistait à donner 40 actions aux 160 000 personnes du groupe, à condition de réussir ensemble les mêmes objectifs. C'est-à-dire que c'était les mêmes en Russie, à Madagascar ou en France. Mêmes objectifs liés à la satisfaction clientèle. Qui sont évalués par des mesures de satisfaction. Oui, externes, voilà, fixées pour 2013. On mesurera en 2013 si on atteint nos cibles et tout le monde aura le même nombre d'actions, quelle que soit sa position dans le monde. Et si les études ne sont pas satisfaisantes, on n'en distribue pas les actions. Ah bah oui, d'accord. Ça c'est la règle du jeu, c'est le principe général, absolument. Voilà, donc je veux dire, c'est un espèce d'engagement collectif là où on veut que l'attention se porte, c'est-à-dire sur les clients. Et puis il y avait les hommes et les femmes de ce groupe. Donc on a développé des nouveaux outils, on a développé un baromètre social, quelque chose que tous les 2 ans on interroge nos 160 000 salariés sur la stratégie, sur la manière dont ils vivent justement leur métier, sur la manière dont les équipes fonctionnent, sur leur rémunération. Sondage en vraie grandeur, il y en a un qui ça se termine, là, je ne sais pas combien, peut-être 100 000 vont répondre dans le monde entier. Donc ça nous permet d'avoir aussi une mesure très précise, de prendre le pouls de l'entreprise.
on a fondé une corporate university. C'est quoi une corporate university? C'est un endroit, un lieu en France où quasiment toutes les semaines, on rassemble des groupes de 40 personnes du monde entier. Et nous-mêmes, Direction Générale, on y va, donc on se retrouve à des Albanais, des Serbes, des Français, des Américains, certains sur les activités de banque d'investissement, d'autres sur l'informatique, les derniers sur la communication, qui pendant une semaine vont partager sur des valeurs collectives, des valeurs managériales, des valeurs comportementales. On va les aider à progresser. Le ciment que ça forme, mais c'est extraordinaire, puisqu'ils se connaissent, ils découvrent justement aussi les autres métiers de l'entreprise. Bon. Donc moi, je crois que dans ce monde qui spontanément n'est pas très accueillant, on va dire, dans cet environnement qui n'est pas toujours porteur, dans cet environnement qui est parfois hostile, il me semble que la force de l'entreprise pour justement continuer à se développer, faire mieux que la concurrence, c'est justement d'offrir tout cela aux salariés pour qu'ils aient envie, dans notre cas, d'être banquier, et c'est un merveilleux métier, au sein de la Société Générale. Et s'ils ont plus d'envie qu'ailleurs, on fera la différence. Alors pour conclure, parce que le temps presse, mais je voudrais vous entendre tous les trois sur ce point-là. Donc ce ciment fédérateur qu'on peut appeler démarche de co-construction, qui s'est accéléré en réalité pour des questions de survie, comme on l'a vu, pour des questions de transformation ultra urgente et nécessaire. Est-ce que vous avez le sentiment que cette autre forme de création de valeur permettra aux entreprises de sortir renforcées, c'est une question un peu personnelle que je vous demande, de sortir renforcées de cette période très turbulente de transformation profonde et effectivement sans avoir d'éléments très tangibles en réalité sur ce que sera le monde de demain? C'est un acte de foi là que je vous demande. Ou pas? Non, moi je vais vous donner mon credo personnel. Moi je ne crois pas qu'il y ait d'entreprise forte sans engagement profond de l'ensemble de ses collaborateurs et qu'il n'y ait pas un sens profond de l'unité d'un groupe. Donc il revient à la responsabilité du management de créer les conditions de cette adhésion. C'est difficile dans un monde où à la fois nous sommes en internationalisation très rapide. Cet environnement a doublé son chiffre d'affaires à l'international en l'espace de 5 ans. Donc on a acquis des collaborateurs qui arrivent de 36 pays différents. Comment on leur fait partager notre vision du monde alors qu'ils ont des cultures, des formations différentes? C'est certainement un premier sujet. Et puis deuxièmement, dans un monde de nos clients conventionnels qui lui-même est en très forte évolution. Et il faut donc arriver à combiner ces deux évolutions pour que nos salariés, soient au service de nos clients, qui se comprennent. Ça, d'ailleurs, une première répercussion qui me fait dire que nous ne pouvons pas être différents de nos clients. S'il y a 6% d'handicapés en France, je ne vois pas très bien pourquoi l'entreprise n'aurait pas, elle aussi, en son sein, 6% d'handicapés. Pourquoi elle n'aurait pas des seniors? Pourquoi elle n'aurait pas autant de femmes que d'hommes dans ses équipes dirigeantes? Donc, pourquoi il n'y a pas plus de diversité dans les entreprises? Pourquoi il y a ces plafonds de verre? Donc, toute la sacro-sainteté, finalement, avec son écosystème, oui, le monde de la société civile, au sens large. Oui. Nous sommes une entreprise de service. Nous travaillons dans tous les coins de la France. Nous avons 40 000 salariés en France, donc ils travaillent absolument dans tous les départements, presque, j'allais dire, dans presque toutes les villes. Bon, là où il n'y a pas notre grand concurrent, mais enfin quand même, on est aussi gros qu'eux, donc on est quand même très très présent. Et il faut que nous soyons, comme l'a dit quelqu'un que je ne citerai pas, mais il faut que nous soyons aux couleurs de notre pays. Donc déjà, et ce que je dis dans notre pays, c'est vrai en France, et puis après, c'est pareil en Espagne, où nous sommes très présents, aux États-Unis, nous sommes très présents, et en Chine, où nous avons un peu plus de mal à construire la même chose, mais il faut qu'on construise. Et donc, si vous voulez, ce qui est complexe aujourd'hui, c'est cette double évolution internationale et modification de notre environnement, j'allais dire français, européen, mais c'est indispensable que nous sachions le faire comprendre, ces mutations, à nos salariés, que nous sachions les préparer à ces mutations, que nous sachions les former pour ces mutations, de manière à ce que, finalement, l'entreprise qui est au service de ses clients, qui vit de ses clients, en leur offrant, bien sûr, des services à valeur ajoutée, eh bien que cette forme de convivialité entre les clients et l'entreprise se fasse de la manière, je dirais, la plus harmonieuse possible. C'est ce que j'essaye, avec les équipes de cet environnement, de construire. Alors, très très rapidement, et pour conclure, moi j'aimerais bien entendre également Gérard et Frédéric sur cet acte de cette confiance, ou pas d'ailleurs,
on peut aussi douter, hein, d'une entreprise qui finalement en sortira probablement beaucoup plus ou beaucoup mieux, je ne sais pas, fédérée, au sortir de cette grande période de transformation. Est-ce que l'entreprise s'en sortira plus fédérée? Je vous donne rendez-vous dans 3-4 ans pour le savoir. Mais j'en ai la conviction, en tout cas, parce que si je n'avais pas cette conviction, je n'aurais pas engagé toute cette démarche de négociation de cet accord qu'on a signé en mars dernier. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est la motivation de l'ensemble du personnel, de l'ensemble et de chacun, qui permet de porter l'entreprise vers l'avenir. Avec l'industrie automobile qui a eu à traverser d'abord une crise globale extrêmement sévère, notamment en Europe. Et on a dans notre métier, dans notre entreprise, des éléments de fierté fondamentaux qui sont le produit. C'est un produit très captivant, un produit sur lequel chacun a envie de se reconnaître. Et on a de véritables succès. Je ne vais pas les passer en revue, mais on a de véritables succès. Mais est-ce que c'est suffisant pour entraîner la motivation? On a également de véritables succès à l'international, du développement en Russie, développement en Amérique du Sud. Mais dans le même temps, une véritable difficulté en Europe. Et toute la question, c'est comment réussir à motiver, là on parle de la France, on est très franco-français, comment réussir à donner de la fierté à tout notre personnel en Europe occidentale et notamment en France, en leur disant, écoutez, le groupe s'internationalise, le groupe se développe à l'international, mais dans le même temps, vous voyez votre activité qui se réduit en France. Et ça, c'est un élément extrêmement complexe. Et il fallait retrouver les éléments qui permettaient de redonner de la motivation, donc des perspectives d'avenir. Sans ces perspectives d'avenir, il n'y a pas la motivation individuelle et collective. On doit absolument jouer sur les deux. Et je pense que le moment était venu. On avait le terreau, le moment, pour justement s'engager dans une inversion de tendance ici en France. Et oui, je vous donne rendez-vous dans 2-3 ans pour pouvoir vérifier que l'enthousiasme avec lequel je décris les choses se trouve réalisé. Bon, on se retrouvera avant, dans 18 mois, pour nos prochains travaux. Effectivement. Alors Frédéric, on connaît probablement la réponse. Oui, moi je partage en tout cas le diagnostic et notamment cette forme de dichotomie un peu complexe pour nos grands groupes entre une zone euro et une France qui souffre plus particulièrement et d'autres zones du monde où les choses finalement se passent plutôt bien. C'est compliqué de gérer cette différence. Mais moi, je suis assez confiant au total. Je pense que d'une crise, on apprend, d'une crise, on se renforce. Si on est capable de se transformer, on devient plus fort. J'en ai l'intime conviction. Et je voudrais juste leur souligner aussi quand même, dans une transformation à venir, et quelque chose qui me frappe et qui va être un outil à utiliser, c'est les réseaux sociaux internes. Parce que... Moi, j'ai trouvé, je me suis toujours dit que nos entreprises qui ont beaucoup cru internationalement faisaient face à un sujet vis-à-vis du management intermédiaire. Très compliqué d'être manager intermédiaire face à tous ces changements et de communiquer aux équipes, justement, ce sentiment d'appartenance, ce sens. Et puis là, en plus, il y a des réseaux sociaux internes qui se développent très, très vite et dont ils peuvent se sentir un peu loin parfois, ou ils peuvent penser que leur rôle peut être des intermédiaires. Et en même temps, c'est une formidable richesse. Nous, on a lancé une consultation justement sur le digital. On a ouvert... On a un réseau social, il y a à peu près maintenant 10 000 personnes après une année qui se parlent. Et on a lancé, donnez-nous nos idées sur le digital. Parce que c'est probablement pas nous qui allons les avoir. En tout cas, je suis pas sûr de les avoir moi-même. Donc, c'est mieux que ça vienne de la base. Et la vie de l'entreprise, ça va être ça en permanence. C'est-à-dire ce dialogue renforcé entre un haut qui a la chance aussi d'être en prise avec le monde entier en permanence et la complexité de l'ensemble du groupe. Et puis, les gens sur le terrain qui voient les clients, qui voient ces changements et qui peuvent avoir des idées qu'on n'ait pas. Et ça sera quelque chose, en tout cas, à utiliser et à développer. En tout cas, on vous remercie vraiment pour ces 3 éclairages qui franchement, je trouve, apportent beaucoup de plaisir, beaucoup de force, beaucoup de puissance également, à travers des exemples concrets qui illustrent bien la nécessité absolue, parce qu'elle est vitale, de se fédérer autour de l'intérêt social de l'entreprise, qu'on soit entreprise, qu'on soit même écosystème autour de l'entreprise. Et on sent bien aussi à travers ces 3 témoignages qu'il y a une vraie forme de foi et de confiance. Et ça nous donne totalement confiance à nous aussi. Donc merci beaucoup.